Voilà, deuxième vidéo sur la notion d'acide et de base donc en terminale. On a vu dans la précédente l'importance de la grandeur qu'on appelle la constante d'acidité K d'un couple acide-base. On va voir justement pourquoi elle est importante, comment on peut l'utiliser. Avant ça, un petit ajout. Les valeurs de constante d'équilibre, donc on a vu dans la vidéo précédente, on était dans les 10-5, et c'est pas une valeur anormale, hein. On est sur une valeur moyenne pour le cas dont on avait parlé. Donc on est plutôt dans les 10 puissance moins quelque chose. Il est plus commode de parler du pKa. pKa, donc moins log de Ka. On retrouve une formule similaire à la formule de pH. pH moins log de la concentration en ion H3+, pKa moins log de Ka. Parce que en faisant moins log d'un nombre qui est dans les 10 puissance moins quelque chose, eh bien on obtient un nombre, on va dire, facile à retenir, hein, une valeur d'une valeur comprise entre 0 et 14 pour les plus grands pK. Et puis on peut utiliser la formule réciproque pour, connaissant le pK, retrouver le K. Mais ce n'est pas une donnée supplémentaire, c'est simplement une autre manière d'exprimer cette constante d'équilibre, cette constante d'acidité à travers son pK. Alors première utilisation, déjà on va voir que le Ka ou le pK peut nous permettre de trouver le pH d'une solution. Jusqu'à maintenant, quand on a eu affaire à un acide ou une base faible, on a toujours dû faire appel à une mesure de pH pour arriver à faire le tableau d'avancement. Mais grâce au Ka, on va voir que ce n'est pas nécessaire, on peut faire une prévision parfaitement théorique sans faire d'expérience du pH. Donc pour ça, on va le faire sur un exemple, on va essayer de déterminer le pH d'une solution qu'on obtiendrait en faisant la dissolution de 1 10-4 mol de chlore d'ammonium, donc ion ammonium, un acide faible, dans 50 ml d'eau. On connaît le cas de ce couple NH4+, donc ion ammonium, avec l'ammoniac 6,3 x 10 puissance moins 10. On fait le tableau d'avancement de manière totalement classique, et puis on est sur une dernière ligne, où on a 1 10-4 mol, donc moins XF, la quantité finale des ions ammonium, mais qu'on ne peut pas déterminer, puisque pour l'instant, on n'a pas la valeur de XF. Et on n'a pas de mesure de pH pour déterminer XF, puisque c'est ce qu'on veut, c'est obtenir le pH. Alors comment on va s'y prendre? Eh bien on va déjà exprimer chacune des concentrations des espèces qui seront à l'équilibre final du système en fonction de XF, et ensuite chacune de ces concentrations, on va remplacer leur expression dans celle de K. Donc j'ai ici écrit l'expression finale de Ka, c'est donc la concentration finale de l'ammoniac à l'équilibre, multipliée par la concentration finale des ions oxonium à l'équilibre, et divisée par la concentration des ions ammonium à l'équilibre, avec le C0 qui vaut 1. Et ça doit valoir 6,3 x 10-10. Chacune de ces concentrations s'exprime par la quantité de matière divisée par le volume. C'est-à-dire que je retrouve ici des expressions similaires, mais avec une expression contenant des quantités de matière. Ici j'ai un V, puisque chaque concentration c'est N sur V. Comme il y a deux concentrations au numérateur et une seule au dénominateur, il me reste un V ici au dénominateur. Et chacune de ces quantités de matière s'exprime en fonction du XF. Pour NH3 et H3O+, c'est XF, et pour NH4+, c'est 1 10-4 moins XF. C'était ce qui était marqué dans le tableau juste avant. Le volume ici, donc je remplace par sa valeur 0,05 litres. Et puis ensuite, si je réarrange l'expression en prenant en compte que K vaut 6,3 x 10-10, eh bien j'ai XF carré, que j'avais ici, plus 3,15 x 10-11 XF, donc ça c'est le résultat du calcul 6,3 10-10 fois XF fois 0,05, et puis moins 6,3 fois 10 puissance moins 14, ça c'est le résultat du calcul 6,3 10-10 fois 1 10 puissance moins 4, égale à 0. On reconnaît une équation du second degré, dont la solution sera le XF, qui nous permettra de calculer le pH. Alors là on utilise les connaissances mathématiques, les outils mathématiques pour résoudre une équation du second degré. Donc le discriminant, b carré moins 4ac, je l'ai calculé, ça fait 2,5 fois 10 puissance moins 13, et les maths nous donnent deux solutions. XF, première solution possible, moins b moins racine de delta sur 2a. On va voir, ça c'est ce que prévoient les maths, mais il faut quand même que ça corresponde à une certaine réalité chimique. Et là, ce n'est pas le cas.
parce qu'on va arriver à un XF qui serait négatif, moins B c'est négatif, et moins racine de delta c'est aussi négatif, alors que A est positif. Et pas concevable d'avoir un avancement négatif, donc ça c'est une solution mathématiquement possible, mais qui n'a pas de réalité chimique. On va donc conserver la deuxième solution, moins B plus racine de delta sur 2A, et le calcul donne 2,5 fois 10 puissance moins 7. Grâce à cette valeur, on peut finir le tableau d'avancement, et donc déterminer la quantité finale d'ions oxonium et leur concentration. C'est le calcul qui est fait sur cette ligne-là. Et puis enfin, on peut déterminer le pH. Je ne détaille pas tous les calculs, on reverra ça à travers certains exercices qu'on fera ensemble. Mais donc c'est un des rôles de Ka, prévoir des pH sans avoir besoin de faire l'expérience. Deuxième rôle, ça va être pouvoir comparer des acides entre eux. Les acides sont dits faibles, mais ils n'ont pas tous la même faiblesse. Il y en a qui, parmi les faibles, sont un peu plus forts que les autres. Sans qu'on puisse pour autant les qualifier de vraiment forts. C'est des acides qui vont rester en équilibre avec l'eau. Donc pourquoi certains sont plus forts? Puisque comme les valeurs de K ne sont pas toutes les mêmes, ça veut dire que quand on fait le produit de la concentration de la base conjuguée par H3O+, et qu'on divise par AH, ça ne vaut pas toujours la même chose. On va dire que plus l'acide réagit bien avec l'eau, plus le numérateur, c'est-à-dire A- et H3O+, sera élevé, et le dénominateur faible. Et ça va dans le sens que Ka sera plus grand. Donc un acide est parmi les faibles, un acide est d'autant plus fort que son Ka est grand. Et comme pK égale moins log de Ka, on peut aussi faire le même type de phrase mais avec le pK. Plus le pK est petit, plus l'acide est fort. Petit, parce que la formule c'est moins log de K, donc ça inverse le raisonnement. Donc voilà, je vous montre une échelle de pK, de K et donc de sens croissant de l'acidité des couples. Ici, de gauche à droite, on a des couples qui sont de plus en plus forts en acide, puisque le K augmente quand on se déplace vers la droite. Le K de ce couple-là est supérieur à celui-ci, donc on peut dire que l'acide éthanoïque est un acide plus faible que l'acide méthanoïque qui est ici. L'axe des pK est évidemment inversé, et si on avait parlé de la force des bases, eh bien on serait arrivé à la conclusion inverse. Plus un acide est fort, plus sa base est faible. Voilà en ce qui concerne le deuxième rôle de Ka, et on va passer au dernier rôle qu'il faut connaître en terminale, qui est l'occasion avec le Ka ou le pK de faire des diagrammes de prédominance pour voir, selon les situations de pH dans lesquelles on va se trouver, savoir si, puisque l'acide et la base sont en équilibre, qui prédomine par rapport à l'autre. Est-ce qu'il y en a un qui est en plus grande quantité que l'autre ou pas? Donc on appelle ça la prédominance. On va dire que l'acide AH prédomine sur sa base si simplement, une fois que l'équilibre est atteint, si sa concentration est plus grande que celle de sa base. Comme ces deux concentrations interviennent dans l'expression du K, on peut donc remplacer la concentration de AH à l'équilibre par l'expression suivante, A- fois H3O+ sur K. Donc il va falloir que A- fois H3O+ sur Ka soit plus grand que A-. On peut évidemment simplifier par A-, passer le Ka de l'autre côté. Donc ça sera vrai si la concentration des ions H3O+ est plus grand que Ka. En prenant le logarithme, qui est une fonction croissante, je ne change pas le signe, le sens de l'égalité. Par contre, en mettant le moins devant, je change le signe, donc le sens. Donc ça voudrait dire que moins log de H3O+ devra être plus petit que moins log de K. Et donc, ça se produit si pH est plus petit que pK. Je reprends le point de départ et l'arrivée. J'arrive donc à la conclusion que l'acide prédomine sur sa base si le pH est plus petit que le pK. On va voir ça. Alors, on va faire déjà la démonstration dans l'autre sens, c'est-à-dire à quelles conditions la base prédomine sur son acide. Il suffit de changer le sens de l'inégalité depuis le départ jusqu'à la fin, donc ça sera pour pH supérieur à pK. On peut du coup, et puis je peux même faire à quel moment l'acide et la base sont en parfaite égalité. Donc parfaite égalité, je mets un signe égal partout et j'arrive à pH égale pK. On arrive donc à ce type de diagramme-là,
qu'il faut bien avoir en tête, sur une échelle de pH, je vais repérer le pK particulier du couple, donc ça peut être par exemple 4,75 si on parle de l'acide éthanoïque et de l'uréthanoate. Et par rapport à ce 4,75, si on a des pH plus petits, eh bien ça veut dire que l'acide a une prédominance sur sa base, c'est-à-dire il a une concentration plus grande. Si on a un pH plus grand que ce pK, c'est la base qui prédomine sur l'acide. Et si on a exactement pile pH égale pK, eh bien ça veut dire que base et acide ont même concentration. Ça peut d'ailleurs être un moyen pour déterminer assez rapidement le pKa d'un couple. On fait un mélange dans lequel on met les mêmes quantités ou les mêmes concentrations de l'acide et de la base conjuguée, on mesure le pH, et ça sera donc égal au pKa. Un petit point particulier, alors qui est un détail du programme, mais qui est quand même dans le programme, donc j'en parle ici, le cas des acides aminés. Pourquoi on en parle? Parce que pour ceux qui font SVT, on sait que les acides aminés ont un rôle très important dans le monde biologique. Et sur le plan chimique, les acides aminés ont une certaine complexité puisqu'ils sont à la fois acides et amines. Alors les amines, c'est une fonction organique que vous avez dû voir en première mais qu'on reverra par la suite, qui est le fait de posséder un azote avec éventuellement des hydrogènes. C'est le cas ici avec cette amine RNH2, R représentant un groupe avec des carbones quelconques. Et ici, on a la représentation classique d'un acide carboxylique, c'est-à-dire R, pareil, un groupe quelconque, et le groupe carboxyle, c'est-à-dire COH. Les acides sont des acides, donc ils ont une base conjuguée, et les amines sont des bases, c'est-à-dire qu'ils ont un acide conjugué. Et la valeur moyenne du pK pour les acides carboxyliques, c'est de l'ordre de 4,5, alors que le pK moyen pour une amine est de l'ordre de 9,2. Maintenant, si dans la même molécule, il y a à la fois le groupe acide et le groupe amine, donc c'est le cas des acides aminés justement, la situation est un peu complexe, puisque par rapport au pKa1, qui est la différence entre la fonction carboxyle sous sa forme carboxyle, c'est-à-dire COH, ou sous sa forme carboxylate, COO-. Le pKa qui fait donc la limite de prédominance entre les deux se trouve vers 4,5. La limite de prédominance entre NH2 et NH3+, c'est-à-dire l'acide conjugué de la fonction amine, se trouve vers 9,2. Ça veut dire que la molécule théorique qui correspond à l'acide aminé avec son groupe acide et son groupe amine, en fait, dans l'eau, n'existe pas en tant que telle. Puisque soit on est sur un pH qui est plus petit que pK1, c'est-à-dire plus petit que 4,5, à ce moment-là, la molécule, on va dire qu'elle est en tout acide, c'est-à-dire elle a son groupe carboxylique sous forme acide et son groupe amine sous la forme NH3+, le plus c'est ici. Si on a un pH plus grand que pKa2, c'est-à-dire plus grand que 9,2, et bien là on est en tout basique, c'est-à-dire CO- pour la fonction carboxyle, donc ici carboxylate, et l'amine sous sa forme NH2. Et si on a un pH intermédiaire entre pK1 et pKa2, l'amine doit être sous forme ammonium, c'est-à-dire avec NH3+, et le carboxyle doit être sous forme carboxylate, c'est-à-dire avec CO-. À aucun moment, cette molécule n'est réellement présente. Il y a, pour des pH intermédiaires, un échange de protons intramoléculaire. Voilà, dernier petit détail du chapitre sur les acides et les bases, on peut parler des solutions tampons. Donc les solutions tampons, c'est des solutions très importantes, notamment dans les milieux biologiques, c'est des solutions qui ne varient pas, ou vraiment presque pas, de pH, même si on ajoute modérément un peu de base, même si on ajoute modérément un peu d'acide, et même si on les dilue un petit peu. Donc elles sont très importantes, hein. C'est par exemple avec ce type de solution qu'on étalonne du pH mètre. Même si on fait une petite erreur de manipulation, on ne va pas faire varier le pH de ces solutions. En pratique, pour les obtenir, il faut faire un mélange 50-50, c'est-à-dire autant de l'un que de l'autre, d'un acide et de sa base conjuguée. On obtient alors une solution tampon dont le pH est égal au pKa du couple. Voilà.